Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité politique du jour, c'est Sacha Houlié, député Renaissance de la Vienne et président de la Commission des lois. Bonjour Sacha Houlié. Bonjour. Pénurie à tous les étages. Du manque de profs au risque de coupure d'électricité et de gaz cet hiver, une rentrée vraiment sous haute tension, un conseil de défense vendredi d'ailleurs, on va en parler, tension autour du chef de l'État, insulté ce week-end. Et puis nous évoquerons aussi l'Assemblée nationale qui était une cocotte minute au mois de juillet, vous qui êtes le président de la Commission des lois. Alors commençons par cet appel d'Elisabeth Borne hier aux chefs d'entreprise. En clair, organisez-vous, car sinon il va y avoir des rationnements cet hiver et vous serez les premiers concernés. C'est sérieux ça ? Ce qui est sérieux, c'est qu'il vaut mieux une sobriété choisie plutôt que des coupures subies. C'est ce qu'a dit la Première ministre et c'est une réalité. D'ailleurs, quand vous regardez dans les autres pays, nos voisins, eh bien vous voyez que le patronat italien lui-même demande le rationnement de la part du gouvernement parce qu'ils savent que les coupures, elles peuvent intervenir. Vous voyez que les Anglais ont des factures d'électricité qui pourront atteindre en janvier 2023 près de 800 € par mois. 800 € par mois. Et donc, la réalité, c'est que la fin de l'abondance, c'est une réalité. Le changement climatique, c'est une réalité. Et les difficultés que vont connaître et les entreprises et les ménages, c'est quelque chose qu'il nous faut organiser. Pour l'organiser, il faut qu'il y ait des réductions de la consommation d'énergie à hauteur de 10%. C'est le chiffre évoqué par la Première ministre hier devant Qui va vérifier d'ailleurs ? Comment ça va être organisé ça ? Il va y avoir des contrôles ? Le but, assumé, n'est pas de dire qu'on va mettre un policier derrière chaque Français. On va pas mettre quelqu'un qui va vérifier le compteur de la part du consommateur, de la part de l'entreprise. En revanche, le but, il est quand même d'organiser ou d'éviter les délestages. Le délestage, c'est la coupure d'électricité quelques heures dans la journée parce qu'il n'y a plus d'approvisionnement. Donc, c'est une responsabilité collective. Ouais. Qui sera ensuite contrôlé par le fait qu'on a suffisamment ou pas d'électricité sur le réseau. Ouais. C'est aux entreprises de payer l'effort de guerre, le prix de la liberté, a dit Emmanuel Macron. C'est une forme de chantage, ça, non ? Non, parce que si vous voulez, l'État a déjà payé une partie de l'effort de guerre. L'État a payé une partie de l'effort de guerre sur la question du bouclier tarifaire. Et là encore, quand le prix de l'électricité en France, il a augmenté de 4%, comparé à des augmentations que je vous ai décrites ou au Royaume-Uni ou même en Espagne, 70%, en Italie, 120%, eh bien, on voit bien que l'État a payé. L'État a payé en mobilisant par ailleurs les ressources nouvelles. Quand j'entendais hier le patron du MEDEF dire l'État s'est enrichi, non, l'État a redistribué tout l'argent. Et d'ailleurs, les super profits, on va en parler. L'État a redistribué l'argent aux Français dans leur poche. Alors parfois un peu tard. Je vous donne un exemple. L'augmentation des retraites, ce sera le 9 septembre. Vous savez pourquoi le 9 septembre et pas avant ? Parce que nos collègues de la France Insoumise et du Rassemblement National, en s'opposant à l'Assemblée nationale qu'on décrivait comme une cocotte minute, nos collègues du Rassemblement national et de la France Insoumise, ils ont retardé les travaux. Oui, parce qu'ils voulaient plus. De telle sorte. Ils voulaient plus aussi. Ils voulaient plus. Non, attendez, c'est les débats. Ils ont voulu plus, mais résultat. Les accusez pas. Ça a surtout été plus tard pour les retraités. Ouais. Heureusement, le 9 septembre, sur toutes les fiches de retraite, il y aura un rattrapage avec un rattrapage rétroactif au 1er juillet pour l'augmentation des pensions de retraite. Vous avez utilisé le terme guerre, Sacha Houlié. Et c'est vrai que beaucoup d'auditeurs le disent, sous Emmanuel Macron, on ne parle que de guerre. En permanence, quoi. Mais parce qu'il y a vous voulez régner par la peur ? Non, mais parce qu'il y a une guerre aux portes de l'Europe. Mais parce que c'est la réalité. Parce qu'il y a bien des chars. Non, mais il y avait la guerre du Covid avant. Mais c'était le mot, je ne sais pas s'il était approprié. Est-ce qu'il était approprié ? Parce qu'il y a bien des chars russes sur les places à Kiev. D'ailleurs, on l'a vu le 24 août dernier, lorsqu'il y a eu la fête de l'indépendance de l'Ukraine. Il y avait des chars sur les places qui avaient été abandonnés. Parce que dans le Covid, il y a eu une économie du rationnement, parce qu'il y a eu des fermetures, et après il y a eu une économie de la relance, comme ce qu'il y a après-guerre, avec l'État là aussi, qui a énormément investi pour relancer les entreprises, pour soutenir le pouvoir d'achat, pour essayer de réinvestir. Et par ailleurs, si l'économie française va moins mal qu'ailleurs, c'est bien parce qu'il y a eu un plan de relance de 100 milliards d'euros. Oui, mais avec le vocabulaire utilisé, est-ce que vous n'angoissez pas davantage les Français ? Là, par exemple, sur l'énergie, ce sera un conseil de défense de l'énergie vendredi. Mais parce qu'on va s'organiser. En France, on a de la chance, et on a plus de chance encore parce qu'on a nationalisé EDF. Et donc on va avoir un pilotage de l'énergie qui dit on va s'assurer que tout le monde en est. Enfin, nationaliser EDF, oui, il y a attention, une prise de participation à 100% par l'État. Ça veut dire que l'entreprise sera 100% publique, 100% détenue par l'État. Ça ressemble plus ou moins à une nationalisation. Et de ce point de vue-là, ça veut dire qu'on va pouvoir piloter. On va dire combien on achète, comment on répartit les prix surtout, et puis surtout
comment on a une énergie qui est décarbonée, c'est-à-dire qui n'est pas dépendante des autres. Ouais. Avec du nucléaire, on assume, avec du nucléaire et avec de l'énergie Le renouvelable. patron d'EDF, il n'a pas été tendre aussi avec le gouvernement. Il dit en fait, on nous demande de faire des efforts, on ferme des centrales par ailleurs. Non, c'est vrai. Mais hier, il a fait la leçon un peu à la première ministre. Non, mais deux choses sur cette question. D'abord, on ferme des centrales parce qu'on les rénove. Ouais. Voilà. Moi, vous prenez Civaux, c'est dans la Vienne, Oui, c'est 2 vrai. réacteurs. On a fermé parce qu'il y avait des corrosions sous contrainte et on a anticipé des fermetures pour pouvoir réouvrir et on espère pouvoir réouvrir au début de l'année 2023. De sorte que toutes les centrales seront rénovées ensuite et on pourra avoir des durées de vie qui sont plus longues. Puis par ailleurs, EDF, on leur a demandé un effort pour qu'on baisse le prix de l'électricité. On leur a demandé un effort, mais on a investi dans la boîte. On a fait beaucoup d'erreurs jusqu'à présent quand même alors. Dans notre stratégie. Non, par contre, il faut dire la vérité, c'est que il a fallu accélérer la transition. Il faut accélérer pour aller beaucoup plus vite, pour être 100% zéro carbone, sans pétrole, sans charbon. Donc, fallait pas abandonner le nucléaire, quoi. Il fallait rénover le nucléaire, mais la stratégie de bancarénage. Vous êtes de l'aile gauche, hein, vous venez de l'aile gauche, et il y en avait beaucoup qui ne voulaient plus de nucléaire. Si vous voulez, moi, la fermeture de Fessenheim, même Emmanuel Macron l'avait accepté. Je suis très clair sur ces questions-là. J'ai toujours été pro-nucléaire. Voilà, je vous le dis. Après, le nucléaire seul, ça suffit pas. C'est pour ça que la stratégie qu'on a retenue, c'est le 50-50. C'est une stratégie qui est proposée par RTE, qui est le régulateur de l'électricité, et qui nous dit il faut 50% de nucléaire, 50% de renouvelable. Sacha Houlier, vous l'avez évoqué à propos des super profits de l'État, 27 milliards en plus a priori. Hein. Est-ce que vous êtes favorable à l'idée d'une taxe ? Alors, sur l'État, d'abord c'est des ressources nouvelles parce que la croissance et parce que les entreprises produisent des richesses. Très bien. Ce que je dis, c'est que la démarche que nous avons conduite l'été, moi je fais partie de ceux qui ont dit pourquoi pas une taxe sur les super profits. Cette démarche, elle a conduit d'abord Total Energy à proposer une remise de 30 centimes supplémentaires. Ce qui veut dire que de 20 centimes supplémentaires à la rentrée, quand l'État va donner moins 30 centimes sur le carburant, Total va donner moins 20 centimes. Le 1er septembre, jeudi, moins 50 centimes dans toutes les stations Total en France. Voilà. Ça, c'est parce qu'on a mené le bras de fer, c'est parce qu'on a assumé un petit peu cette politique volontariste. Sur le fret des containers, pour l'entreprise CMA-CGM, moins 750 € sur le prix du container. Voilà. C'est un premier pas. Moi, je suis totalement aligné avec la Première ministre pour dire si ces contributions volontaires, elles sont insuffisantes, si elles ne font pas suffisamment baisser les prix, si elles bénéficient pas suffisamment aux Français, eh bien dans ce cas-là, il faudra envisager une contribution parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des entreprises qui, parce qu'elles ont une situation, sans rien faire. Elles ont dégagé des profits qui sont exceptionnels. Comme l'État, quoi. Pour être précis, parce que j'étais pas précis dans ma question, il y a d'un côté l'État et puis de l'autre côté les super profits des entreprises, quoi. Mais exactement. Et donc, effectivement, quand Total raffinait à 50 € la tonne, c'était ce qui se passait avant la crise, et qu'aujourd'hui il raffine à 150 € la tonne, eh bien il y a un profit qui est dégagé qui s'explique pas particulièrement, pas par un effort particulier, pas par un investissement d'entreprise, et qui justifie que pour aider, ou de manière symbolique, on peut exiger une contribution. Aujourd'hui, favorable. Aujourd'hui, ils ont choisi de redistribuer volontairement. Si c'est suffisant, très bien. Si ça n'est pas suffisant, alors on pourra envisager une taxe. Oui, parmi les gages éventuellement donnés aux entreprises, il y a aussi la réforme de l'assurance chômage d'Elisabeth Borne. Il faut absolument assouplir les conditions. C'est pas un gage de nos entreprises, c'est une règle qui est simple. En fait, on vous dit, quand il y a beaucoup de chômage, on indemnise plus parce que les gens ont du mal à trouver du boulot. Quand il y a peu de chômage, quand on arrive à des taux de chômage qui sont de 7%, dans mon département, il y a des endroits où on est à 4,6% de taux de chômage. C'est-à-dire 4,6% de taux de chômage, c'est le plein emploi. Et bien là, quand il y a des métiers qui sont disponibles, quand les gens peuvent reprendre du boulot, on indemnise moins pour que les gens reprennent du travail et viennent occuper les métiers pour lesquels on a besoin d'eux. Donc ça va passer par une vraie réforme. C'est logique. On a déjà une réforme qui est passée, qui est en cours, qui est rentrée en application le 1er novembre 2021. Il s'agit de la poursuivre, il s'agit de l'amplifier. Et c'est l'amplifier comment alors ? C'est de dire, effectivement, quand vous avez des mesures quand vous avez du plein emploi, quand vous avez beaucoup d'emplois, on incite tous ceux qui sont sur le marché du travail à reprendre du boulot. On va diminuer les indemnités ? C'est ce qu'on a fait et on a réduit les périodes. Non, mais vous allez continuer. On a réduit les périodes d'indemnisation. Deuxième chose, on lutte aussi. On fait deux choses. On fait ça et on lutte contre les emplois précaires. Ce qui veut dire que les taxes sur les contrats courts, taxes sur les contrats d'une courte durée, des CDD, etc. Ça, c'est ce qu'on a mis en place et c'est ce qui va perdurer dans le texte qui sera présenté par le gouvernement et qu'on examinera. C'est le premier texte parce qu'on considère que l'emploi, c'est notre priorité. On veut que tout le monde ait la chance d'avoir un boulot. Je pense que c'est une vertu. Mais comment vous expliquez, Sacha Houlier, des économistes s'expliquent à chaque fois, mais qu'on n'arrive pas dans énormément de secteurs à trouver du personnel. Et alors vous dites oui, mais il faut qu'il y ait un boulot pour tout le monde. Mais parce que, si vous voulez, il y a d'abord des
géographiquement des endroits où c'est différent. Ouais. Moi, j'ai le plein emploi dans mon département, c'est pas le cas partout. Ensuite, parce que vous avez des filières où on manque de personnel. Dans la restauration, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a plein de gens qui, dans le Covid, ont dit moi, je veux travailler, mais les restaurants sont fermés. Donc, je vais me former pour aller ailleurs. Résultat, pénurie. Et puis, la restauration a agi, puisque, par exemple, le patronat de la restauration, l'UMI, ils ont fait une convention de branche, ils ont revu les conventions pour qu'ils augmentent eux-mêmes les salaires. Donc il y a une question salariale qu'il faut poser, et puis après il y a une question d'attractivité des métiers. Mais notre but à nous, c'est de donner les outils aux employeurs pour qu'ils augmentent les salaires. On en a donné. On en a donné dans la loi du pouvoir d'achat cet été. Il y a les primes défiscalisées, il y a les heures supplémentaires défiscalisées, il y a la possibilité de se faire payer des RTT. Et donc tout ça, c'est des outils dont les patrons disposent pour pouvoir augmenter les salaires et les rémunérations. Oui, Sacha Houlié, vous êtes le président de la commission des lois. Quel président vous allez être là dans les semaines qui viennent ? Puisqu'on le disait, c'était une cocotte minute au mois de juillet. D'abord, je serai un président qui n'élude pas les sujets. Ouais. Vous avez des sujets sur la réinsertion des prisons qui ont été posés avec la polémique à Fresnes. Ouais. Vous avez des sujets sur le débat de l'immigration qui ont été posés par le ministre de l'Intérieur et qui sont à préparer. Vous avez des sujets sur la protection civile avec les incendies, avec la disponibilité des pompiers ou les moyens dont ils ont bénéficié. Tous ces sujets, la vie chère dans les Outre-mer, tous ces sujets, on va les traiter dès la rentrée dans une série d'auditions des ministres, et le mois de septembre ne sera pas un mois de septembre de congé pour les parlementaires. C'est pas parce qu'il n'y a pas de session en séance publique, en octobre, en séance publique, qu'il n'y aura pas d'audition des ministres avec des parlementaires qui seront tous convoqués, invités à auditionner les ministres et à leur poser toutes les questions qui peuvent vouloir leur poser. Pas de session, ça vous fera du repos, entre guillemets, quand même, face à l'opposition, la LFI ou le RN. Comment vous allez être face à eux ? Comment vous les jugez ? Pas du tout de repos, parce que des auditions qui seront conduites avec des questions qui seront très directes pour les ministres et qui pourront s'en exprimer. Ensuite, moi j'ai une intransigeance très forte. Je vous disais tout à l'heure que si les retraites n'ont pas pu augmenter au 9 août et qu'elles n'augmenteront qu'au 9 septembre, il y aura un rattrapage, ce sera rétroactif. C'est parce qu'il y a des gens au RN ou à la France Insoumise qui ont jugé plus pertinent de retarder les travaux du Parlement, comme si ça n'était pas urgent que les retraités aient une augmentation. Donc moi je serais intransigeant. Non, eux ils voulaient débattre. Je serais intransigeant. Et je ne leur laisserai rien passer des fausses solutions qui sont proposées par les uns ou par les autres, selon lesquelles il faudrait pouvoir renvoyer tous les étrangers, selon lesquelles on pourrait, en claquant des doigts, augmenter de 10% tout le monde. Tout ça, ce sont des mensonges. Ce sont des choses qui sont inexactes, qui entretiennent des faux espoirs chez les Français et pour lesquels on doit avoir des dénonciations qui sont très claires. Donc on aura des débats épineux, on évitera aucune question sur le débat immigration par exemple. On parlera du travail avec personne. Du droit de vote aussi des étrangers lors des élections municipales ou pas ? Ça ne fait pas l'unanimité dans votre camp. Mais on en parlera. J'ai posé cette proposition pour qu'on en débatte dans mon parti. Vous la maintenez, cette proposition ? On la débattra dans mon groupe. Et j'en discuterai d'abord avec mon groupe. C'est la méthode qui doit être retenue. C'est celle que je voulais conduire. Et c'est très bien. Et on débattra aussi du renvoi des étrangers qui ont commis des actes de délinquance en France, et puis par ailleurs de la délinquance étrangère dans les métropoles, comme ça existe à Lyon, comme on le constate à Paris. On parlera de tout. Vous ne le niez pas. Mais je ne le nie pas. Ce sont les chiffres. À Paris, ce sont 40% des actes de délinquance qui sont commis par des étrangers. C'est une réalité. Oui, bon, donc vous allez maintenir cette proposition du droit de vote des étrangers lors des élections municipales. Vous savez pourquoi ? Parce que dans mon Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était catégorique. J'en reparlerai avec tous mes collègues et je pense que c'est la méthode à adopter. Mais dans mon département, ça concerne d'abord les ressortissants britanniques qui se sont vus privés et de l'éligibilité. C'était des adjoints dans les communes. C'est pas le cas ailleurs. Mais parlons-en. Parlons de tout. Parlons de la délinquance étrangère, parlons du travail, parlons de sa citoyenneté. Oui. Un mot, est-ce que les députés de la majorité sont unis là ? Vous n'étiez pas, par exemple, ce week-end, je crois, à l'université d'été, enfin l'équivalent de Renaissance. Je serai d'abord le 17 septembre prochain à l'événement qui sera organisé pour le vote de notre prochain délégué général. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une unité qui est riche de nos diversités. On a le droit de penser des choses qui sont un peu différentes, pour le peu qu'on soit unis sur les textes qu'on a fait voter. Et je pense que l'exemple de cet été, sur la loi pouvoir d'achat, sur le projet de loi de finances rectificatif, sur le texte qu'on va examiner bientôt sur l'emploi, il montre que notre unité, elle n'est pas de façade, elle est réelle et elle est au service des Français. Sacha Houlié, un dernier mot, le stationnement payant des 2 roues là, à Paris, thermique, c'est une bonne idée ou pas ? Non, mais par contre que les écologistes et que la mairie de Paris ne se cachent pas derrière des fausses solutions. Ça n'est pas une mesure écologiste. C'est pas parce qu'on fera payer les 2 roues que ce sera plus écologique. C'est une mesure d'occupation du domaine public. Et dans ce cas-là, qu'ils assument que c'est une nouvelle taxe, mais qu'ils l'assument comme telle. Bon, on en reparlera. Vous savez, moi je suis le député qui me suis énormément mobilisé contre le contrôle technique moto. C'est un succès, c'est une victoire. Et donc, ça, on peut le dire et j'en suis ravi. Merci Sacha Houlié, député Renaissance de la Vienne et président de la commission des lois qui était l'invité ce matin de Sud Radio.
7h-9h, le grand matin Sud Radio.